Bien, bonjour. Donc dans ce nouveau cours, on va travailler à nouveau sur la méthode de résolution par transformation de Fourier, mais cette fois-ci, on va regarder l'équation de la chaleur. Alors pour commencer, commençons par un exemple, ça reste encore le plus simple. Donc on va considérer cette situation-là, à savoir du sur dt égale k d 2u sur dx2, ou l'équation de la diffusion en général. J'appelle l'équation de la chaleur, mais c'est l'équation de la diffusion, que ce soit de la matière ou de la chaleur. Pardon, bref, aparté. Donc cette équation-là, qui est bien l'équation de la diffusion à une dimension, on travaille donc sur tout l'axe des réels, x est compris entre moins l'infini et plus l'infini, et à temps positif. Et on prend par ailleurs comme condition initiale u de x est de 0 égale exponentielle de moins valeur absolue de x. Donc ça c'est une fonction dont on peut effectivement prendre la transformée de Fourier, on l'a déjà fait d'ailleurs. Et on va donc faire tourner la moulinette. Donc on applique d'abord la transformée de Fourier. On se rappelle que pour ce qui est de la dérivée par rapport au temps, elle n'est pas affectée en réalité. La fonction, on se retrouve avec juste la dérivée par rapport au temps de la transformée de Fourier de u. Et en revanche, puisqu'on prend la transformée de Fourier par rapport à l'espace, d2u sur dx2 devient moins oméga 2 u chapeau, où u chapeau est la transformée de Fourier. Puis il y a le terme k qui reste, enfin, le coefficient k qui reste devant. Donc ça, c'est notre équation de dérivée partielle qui est devenue une équation différentielle, d'une part, et d'autre part la condition initiale, dont on prend la transformation de Fourier, qui nous donne donc que la transformée de Fourier de u de oméga à l'instant initial est égale à la transformée de Fourier d'une fonction f qui est exponentiellement à valeur absolue de x, et qu'on avait déjà déterminée, je ne vais pas la redéterminer ici, qui vaut 1 sur pi facteur de 1 plus oméga 2. Voilà. Donc là, on a transformé notre problème, maintenant on peut s'attaquer à sa résolution. Ça, c'est une équodif qui se résout sans aucun problème particulier. On envoie le dt, elle est du premier ordre, on envoie le dt à droite, on récupère le terme u à gauche, ça fait du sur u, qui s'intègre en ln de u. À droite, du coup, on a moins k oméga 2 dt qui s'intègre en moins k oméga 2 fois t. Le ln de u, pour s'en débarrasser, on prend l'exponentielle à gauche, et donc à droite aussi, ce qui nous fait ce terme exponentielle moins oméga 2 kt. Plus une constante qui peut dépendre de oméga, qui devient multiplicatrice pour l'exponentielle, d'accord. Et cette constante qui dépend de oméga, si on se met à temps initial, l'exponentielle de 0 faisant 1, cette constante doit être égale à la transformée de Fourier de f, et donc on se retrouve avec f de oméga exponentielle moins oméga 2 kt, et on remplace f par son expression, et ça nous donne ce terme-là. Voilà. Donc là, formellement, l'équation est résolue, il n'y a plus qu'à prendre la transformée de Fourier inverse pour avoir la solution, donc u de x et de t est égale à la transformée de Fourier inverse de cette expression-là, d'accord, c'est-à-dire 1 sur pi intégrale de moins l'infini à l'infini de ce terme-là. Exponentielle moins i oméga x moins k oméga 2t sur 1 plus oméga 2 d oméga. Voilà, donc là, techniquement, c'est résolu. Vous verrez dans pas mal de bouquins que ça s'arrête là. Et là, pour le coup, dans l'instant, on va s'arrêter là. On va partir sur un peu autre chose dans la suite. Mais donc, ce qu'on voit ici, c'est une forme résolue, mais pas complètement satisfaisante, parce qu'on se retrouve avec encore un exponentiel complexe. Mais bon, on a vu la fois d'avant que si on traite le terme, normalement, si tout se passe bien, et c'est le cas a priori, on ne se retrouve pas avec une solution imaginaire. Ok, et donc maintenant, on va s'attaquer au problème plus général, en fait, qui va nous amener à ce qu'on appelle au noyau de Gauss-Weierstrass. Et donc c'est la même équation, équation de la diffusion, avec cette fois-ci comme condition initiale une fonction f de x qu'on va pas expliciter. Donc on traite le cas un peu général, en fait, pourvu que f de x est une transformée de Fourier, pour l'instant. On verra à la fin qu'on a une solution qui sera un peu moins contraignante que ça. Donc on travaille là-dessus, on prend x compris entre moins l'infini et l'infini, t positif, et on impose que u soit borné à l'infini. On n'a pas le droit d'avoir une divergence de la température ou du champ de concentration ou quoi que ce soit. On prend la transformation de Fourier, donc on se retrouve avec du sur dt plus k oméga de u égale 0, où u, cette fois-ci, j'arrête de le dire parce que ça devient fatigant, c'est la transformée de Fourier de u. C'est pas la fonction u d'origine, c'est u de oméga. Ok. Pour la condition initiale, comme on vient juste de le faire exactement aussi, la transformée de Fourier de u, c'est u de oméga est 0, et égale à la transformée de Fourier de f de x, donc f de oméga. Voilà, on résout, c'est la même solution que celle qu'on vient de faire, donc à nouveau, on envoie ce terme-là à droite, on l'envoie avec le dt, on ramène le u à gauche, ça fait du du sur u égale moins k oméga de dt, on intègre tout ça, on prend l'exponentielle, et on prend la condition initiale, et ça nous fait à nouveau que u de oméga et de t est égal à f de oméga exponentielle moins oméga de kt. Donc là, on a résolu dans l'espace des oméga. Pour trouver la solution, il faut prendre la transformation de Fourier inverse, donc on écrit que u de x et de t est égal à la transformée de Fourier inverse de ce terme-là, c'est-à-dire intégrale de moins l'infini à l'infini de f d'oméga,
exponentielle moins oméga 2 kt, pardon, fois exponentielle moins i oméga x d oméga. Voilà, donc cette fonction-là est une fonction de x qui sera et de t, qui nous donnera bien u de x et de t. Ok, bon, maintenant on va travailler là-dessus. Donc ce qu'on fait d'abord, c'est que on va introduire l'expression de f de oméga dans la transformée de Fourier. Inverse, pardon. Donc on substitue f de oméga ici par son expression, c'est-à-dire 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de xi exponentielle i oméga xi dxi. Donc là, ça c'est une variable muette, le xi. C'était le x quand on prenait la transformée de Fourier dans un premier temps. Mais là, par rapport à notre intégrale, il ne faut pas le confondre avec ce x-là. Donc c'est une variable muette à laquelle j'ai donné le doux nom de xi. Ok, et maintenant on va intervertir l'ordre d'intégration, donc sous l'hypothèse qu'on a le droit de le faire mathématiquement, on a des fonctions qui sont suffisamment différenciables, intégrables et tout ce qu'il faut, et donc on le fait, à savoir qu'on devient du coup à l'intérieur, on obtient à l'intérieur l'intégrale suivant oméga, et à l'extérieur suivant xi, ce qui fait que f de xi on peut le sortir de cette intégrale-là, le 1 sur 2pi on peut le sortir complètement de l'intégrale, et dans l'intégrale intérieure qui est suivante d oméga, on obtient exponentielle i oméga xi fois exponentielle moins i oméga x qui devient exponentielle i oméga xi moins x fois exponentielle moins oméga 2 kt. Ce terme-là regroupe bien ces trois termes-là, et le f de xi, on peut le sortir, encore une fois, de l'intégration suivant oméga. Voilà, donc là on a fait ce travail, on va pouvoir maintenant en fait développer le terme en exponentielle i oméga. Suivant la formule de l'air, donc ça nous fait exponentielle i oméga xi moins x devient cos oméga xi moins x plus i sinus oméga xi moins x, d'accord. Et on n'a pas touché à ce terme-là, et ni au reste. Okay. Première étape. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, cette fonction ici, exponentielle moins oméga 2, suivant oméga, c'est une fonction paire, que vous preniez plus oméga ou moins oméga, on obtient le même argument, et donc la fonction exponentielle moins oméga 2 kt est une fonction paire vis-à-vis d'oméga. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que la fonction sinus, elle est une fonction impaire, c'est-à-dire qu'on a une fonction impaire suivant oméga, et donc le produit d'une fonction paire par une fonction impaire, ça donne une fonction impaire, et donc l'intégrale de moins l'infini à l'infini de ça fois ça va faire 0. Ok. La fonction cos de oméga, elle en revanche, elle est paire par rapport à oméga, et donc elle nous fera une intégrale non nulle quand on va la multiplier par une autre fonction paire. Donc au total, le terme en sinus, on peut l'enlever, et on se retrouve avec cette version simplifiée de l'intégrale, où il s'est passé un deuxième truc, à savoir que l'intégrale de moins l'infini à l'infini, comme on a affaire à une fonction paire, on peut l'écrire comme étant 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini, et le 2 qu'on obtient, on le ramène devant, et il se simplifie avec celui-là, ce qui fait qu'on a le 1 sur pi, et maintenant on intègre de 0 à l'infini, cos oméga xi moins x, exponentielle moins oméga 2 kt d oméga. Voilà. Donc ça, il n'y a pas eu d'arnaque, c'est bien, ça correspond bien à ce qu'on a vu là. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est traiter cette intégrale qu'on a en fait déjà rencontrée quand on a fait le cours sur la transformation de Fourier, et plus particulièrement quand on est intéressé à la transformée de Fourier de la fonction gaussienne. Et ce qu'on avait vu, on avait eu besoin d'intégrer cette fonction-là. Alors ça avait été un petit peu taquin, on avait dû utiliser la méthode d'intégration de Feynman, à savoir qu'on avait montré du coup que l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x carré b cos xr dx est égale à racine de pi sur 4b, exponentielle moins r carré sur 4b. Okay. Maintenant, il faut identifier, vous voyez que le terme cos x fois r ici, on intègre par rapport à oméga, donc notre x en fait c'est le oméga, et le r ici ça va être xi moins x, d'accord, qui va donc remplacer le r ici, et le b qui est l'argument dans l'exponentielle ici, ça va être k fois t, donc il va se retrouver là et là. Et donc ce qu'on obtient au final, c'est que l'intégrale de 0 à l'infini de cos oméga xi moins x exponentielle moins oméga 2 kt d oméga, ça nous fait racine de pi sur 4 fois kt, ce qui est bien le terme b ici, d'accord, fois exponentielle de moins xi moins x au carré. Xi moins x, c'est bien notre terme correspondant à ce qui multiplie ici le x, là le oméga, donc au carré sur 4 kt et sur 4b. Ok, donc on sait intégrer cette chose-là, et donc on s'en prive pas, on le fait. Donc ce qu'on obtient finalement, c'est que u de x et de t est égal à, alors on peut sortir ce terme-là parce qu'il n'est pas dépendant de xi, 1 sur racine de 4pi kt, intégrale de moins l'infini à l'infini, de f de xi, exponentielle moins xi moins x au carré sur 4 kt dxi. Okay. Donc on obtient cette solution-là, et si on la regarde, alors c'est bien une fonction de x, d'accord, et une fonction de t, le temps est là, et là. Ok, donc c'est bien une fonction de x et de t, et il y a cette intégration suivant xi, alors qu'on ne peut pas faire puisqu'on n'a pas une relation pour f ici.
On voit par ailleurs que apparaît donc une fonction, ici, 1 sur racine de 4 pi kt exponentielle moins x carré sur 4 kt, d'accord, qu'on appelle donc le noyau de Gauss-Weierstrass, qui permet d'obtenir, ou noyau de Gauss souvent, qui permet d'obtenir la solution de l'équation de la chaleur facilement, parce que ce qu'on remarque, en fait, c'est que cette intégrale-là, c'est en fait la convolution de f avec le noyau de Gauss. D'accord. On obtient bien, si on se rappelle, que la définition du produit de convolution, c'est l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x moins s g de s ds. D'accord. Donc on écrit ça ici de la même façon. Ça nous fait f de x convolué avec g de x et t, qui devient intégrale de moins l'infini à l'infini de f de xi, g de x moins xi et de t d'xi. Okay, donc quand on regarde, on a bien f de xi. Et on a bien g de x moins xi, parce qu'en réalité, alors attention, là on les voit dans le sens inverse l'une de l'autre, mais en réalité, comme on est au carré, cette fonction-là est indifférente au fait qu'on écrive x moins xi ou xi moins x, donc on a bien le droit d'écrire aussi que c'est g de x moins xi. Voilà, donc on a bien la convolution ici, il n'y a pas d'arnaque sur ce changement de terme, c'est le carré qui nous permet de faire ça. D'accord. Et donc ça nous donne de façon générale la solution pour l'équation de la chaleur à une dimension sur la droite réelle, de moins l'infini à l'infini. La solution, c'est simplement le produit de convolution de la condition initiale avec le noyau de Gauss-Weierstrass. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un peu l'équivalent. Je pensais que j'avais une ligne de plus. C'est un peu l'équivalent de la solution de D'Alembert qu'on avait vue pour l'équation des ondes. Alors elle est un peu moins sympathique. L'équation de D'Alembert, elle est vraiment relativement simple. Enfin, il y a quand même une intégrale, mais sur la condition en du sur dt, mais sur la condition en u, elle est vraiment simple. Et ici, il y a un produit de convolution à faire pour voir le résultat. Bref. Maintenant, on va introduire la fonction erreur, qui va être très utile dans toute la résolution des phénomènes de diffusion, en fait. Donc elle se définit comment? Alors, erf, ça veut dire error function, ça vient de l'anglais. Et elle est définie comme étant 2 sur racine de pi, intégrale de 0 à x, exponentielle moins t carré dt. Ça, moralement, en fait, c'est une primitive de la fonction de Gauss. D'accord. Grosso modo, constante près, comme on veut. Si vous vous rappelez bien, alors on va voir à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. D'accord. On peut la tracer pour n'importe quelle valeur de x. Donc, on voit que en 0, ça fait intégrale de 0 à 0, donc ça fait bien 0. D'accord. Si on va à l'infini, positif, on voit que ça fait intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle moins t carré dt. C'est l'intégrale de Gauss qui vaut racine de pi sur 2, ce qui fait, si on multiplie par 2 sur racine de pi, ce qui fait 1. Donc elle tend pour x qui tend vers l'infini, elle tend vers 1. Et c'est une fonction qui est croissante, parce que quand on prend la dérivée de cette fonction, on trouve 2 sur racine de pi fois exponentielle moins t carré, si on prend cette dérivée par rapport à x. 2 sur racine de pi c'est positif, exponentielle de quelque chose c'est toujours positif, et donc on obtient bien une fonction qui est croissante de moins l'infini à l'infini. Voilà, et je vous laisse vérifier que vers moins l'infini, vous avez moins 1, alors qu'on a 1 vers plus l'infini. Donc elle ressemble à ça. Elle fait en gros moins 1, pouf, quand on arrive dans la zone autour de 0, elle fait la transition vers 1, et après ça repart à plat, relativement, tout à fait raisonnablement. Voilà, donc ça c'est la fonction erreur, et elle va revenir beaucoup dans la suite des opérations. Pour les problèmes qu'on va regarder tout de suite. Donc maintenant on va y aller, on va résoudre l'équation de la chaleur dans un premier temps, pour x compris entre moins l'infini et l'infini, et on va prendre k égale à 1 dans l'équation de la chaleur, donc elle devient en fait du sur dt égale d de u sur dx2, puisque k est égal à 1. F de x, on va le prendre égal à 100 pour x compris entre moins 1 et 1, et 0 en dehors de ça, donc c'est une fonction rectangulaire, le f de x, donc, dont on sait prendre la transformée de Fourier, soit dit en passant. Donc elle vaut 0, arrivée à moins 1, pouf, elle monte à 100, elle reste à 100 jusqu'à 1, et elle redescend à 0 après. Voilà. Donc ça c'est notre condition initiale. Et donc on vient de montrer que la solution, u de x et de t, c'est le produit de convolution de cette fonction f de x avec le noyau de Gauss. Donc on écrit ça, ça nous fait intégrale de moins l'infini à l'infini de f de xi, g de x moins xi, t dxi. Ok. On y va, intégrale de moins l'infini à l'infini, f vaut 0 uniquement, vaut autre chose que 0 uniquement entre moins 1 et 1, donc cette intégrale ne devient plus qu'une intégrale de moins 1 à 1, dans cet intervalle cette fonction vaut 100 simplement, donc ça c'est la partie f de xi, et le noyau, on écrit son équation, c'est 1 sur racine de 4 pi t exponentielle moins x moins xi au carré sur 4t dxi. Okay. Donc là, on a maintenant besoin de résoudre cette intégrale-là, et pour ça on va poser, ça va être toujours la même musique pour le coup avec l'équation
l'équation de la chaleur, quand on fera ce genre de calcul, on va poser que z est égal en fait à la racine carrée de l'argument d'exponentielle. Ça fera du exponentiel de moins z carré si on fait cette substitution-là. Donc si je prends la racine carrée de ça, ça donne racine de x moins xi au carré, ça fait x moins xi. Donc, alors, je devrais mettre en valeur absolue techniquement exactement. La racine de x2, c'est valeur absolue de x. Ok. Et racine de 4t, ça fait 2 racines de t. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté, t est positif. Ok. Et du coup, à partir de là, le dz, attention, c'est par rapport à xi qu'on réfléchit. Hein. Donc le dz, ça devient, alors la partie en x disparaît. La partie en xi, sa dérivée, ça fait moins 1. Le 2 sur racine de t, c'est une constante. Donc ça fait moins 1 sur 2 racines de t dxi. Okay. Donc ça, c'est notre dz. Ok. Et donc on voit bien que ça va bien se transformer. Hein. Le racine de 4 fois t, là, ça va faire 2 racines de t, qui va aller se combiner avec le dxi pour donner le dz. Okay. Donc c'est parti, on écrit ça. Le 100, on peut le sortir. Le racine de pi qui est là, on peut le sortir. Le 2 racine de t ou le racine de 4t fois le dxi, ça nous donne le dz qui est là. Okay. Le exponentiel de moins x moins xi au carré sur 4t devient exponentiel moins z carré. Maintenant, il faut qu'on regarde les bornes. Alors attention, là on avait un signe moins qui n'apparaît pas là, ça veut dire qu'on a inversé les bornes par rapport à ce qu'on attend ici. Okay, donc on va juste vérifier ça. Donc la borne en x égale, xi égale moins 1, elle devient x moins 1, c'est-à-dire x plus 1 sur 2 racines de t. Elle apparaît donc x plus 1 sur 2 racines de t en bas. Et là, elle est passée en haut parce que le signe moins qui est là nous a permis d'intervertir les bornes d'intégration. Et la borne qui est là, elle donne x moins 1 sur 2 racines de t et elle se retrouve en bas. Donc on a bien eu ici, avec ce changement de variable, cette intégrale-là. Et là, on voit quelque chose qui est très fortement proche de RF. On va obtenir RF en chalant, en coupant en deux notre intégrale, en écrivant qu'elle est égale, alors 100 sur racine de pi, intégrale de 0 à x plus 1 sur 2 racines de t, exponentielle moins z carré dz, moins, ou alors on peut écrire dans un premier temps, plus x moins 1 sur 2 racines de t à 0, et pour intervertir ces deux bornes, on écrit moins, intégrale de 0 à x moins 1 sur 2 racines de t, exponentielle moins z carré dz. Et ça, on voit que c'est la fonction RF prise avec comme argument x plus 1 sur 2 racines de t, et ça, c'est la fonction RF prise avec comme argument x moins 1 sur 2 racines de t. Et donc, ce qu'on obtient, c'est ça. Alors, attendez, il y a un facteur 2, je passe mon temps à oublier ce que deviennent mes facteurs dans cette attaque. Oui, c'est avec tout bêtement, la fonction RF, c'est 2 sur racine de pi fois cette intégrale, donc le 100, c'est égal à 50 fois 2, donc 2 sur racine de pi, 100 va là-dedans, il en reste 50 devant. Du coup, ça nous fait 50 facteur de RF de x plus 1 sur 2 racines de t, c'est ce terme-là, moins, ici, RF de x moins 1 sur 2 racines de t. Et voilà, on a la solution avec ça, très raisonnablement analytique, hein, avec n'importe quel ordinateur, vous allez en fonction RF, et vous pouvez tracer ça, peut-être même dans les calculatrices, dans l'époque merveilleuse à laquelle on vit. Puisqu'on peut tracer, on va prendre le temps cette fois-ci de prendre un exemple tracé, c'est pas plus mal. Donc ça donne ça quand vous tracez, ici à différents temps, alors à 0,01, 0,05, 0,2, 0,5 et 1 comme temps. Donc on voit le temps le plus court est celui qui ressemble logiquement le plus à la fonction f de x initiale, c'est-à-dire que ça valait 0 partout, hop, ça montait à 100 à partir de moins 1, et 100 jusqu'à 1, et ça retombait à 0. Je ne peux pas tracer à partir de cette relation ici à temps nul, parce que vous voyez ça fait diverger hein, dans la fonction RF. Donc je ne me suis pas cassé les pieds à le tracer à la main, ça n'avait pas grand intérêt à mon avis. J'espère que vous aurez compris l'idée. Et donc on voit ce qui se passe, hein, au fur et à mesure que le temps passe. On peut raisonner en température ou en concentration en espèces, c'est la même chose là pour le coup, c'est quelque chose qui diffuse quoi. On voit que ça va du point le plus concentré vers le point le moins concentré. Quand le temps passe, la partie très concentrée ou la partie chaude baisse en température ou en concentration, et la matière s'évacue ou le flux de chaleur va vers la gauche et fait monter la concentration ou la température vers les bords. Voilà. Donc ça c'est tout à fait logique comme comportement. Alors là c'est pas l'équation des ondes, on ne peut pas de façon aussi simple que dans le cas de l'équation des ondes où on avait pris une vitesse égale à 1, suivre directement le fait qu'on a k égale à 1. Il faudrait tracer dans un plan différent et voir comment les choses se comportent. Il faudrait voir l'élargissement en fonction du temps ou des choses comme ça. Bon, c'est pas notre propos de travailler dans tous les détails de l'exploitation de cette équation, donc je ne vais pas plus près que ça. On voit juste que notre fonction a une bonne tête, elle correspond vraiment à notre condition initiale, elle se comporte bien en termes de ce qu'on attend, c'est-à-dire de diffusion. Donc voilà, on est satisfait, on a une belle solution. Ok, on va reprendre un deuxième exercice similaire, on va juste un tout petit peu compliquer les conditions initiales, mais pas tant que ça. Et on va faire comme si on ignorait l'existence du noyau de Gauss et on va traiter le problème complètement. Donc,
On va résoudre sans faire la convolution directement cette fois-ci. du sur dt est égal, alors là on a pris k égale à 1 sur 100, d2u sur dx2, et la condition initiale ce sera que la température, ou la concentration, plutôt une température 100 quand même, que la température vaut 100 pour x compris entre moins 2 et 0, elle vaut 50 pour x compris entre 0 et 1, et elle vaut 0 en dehors de cet intervalle. Ok, admettons ça. On prend un transformé de Fourier de notre équation aux dérivées partielles, ça nous donne une équation différentielle ordinaire, hein, à savoir qu'on obtient du coup du sur dt égale 1 sur 100 fois moins oméga 2 fois la transformée de Fourier en u. On résout cette équation différentielle du premier ordre comme d'habitude, et ça nous donne du coup que la solution c'est la transformée de Fourier de la... Alors je l'ai pas mis, ça c'est égal à f de oméga, f de x pardon, et ce f de x devient f de oméga fois le exponentiel moins oméga 2 t sur 100. Donc c'est notre résultat qu'on a déjà vu deux fois avant, donc je me permets d'aller un tout petit peu plus vite cette fois-ci. On a la transformée de Fourier qui est un produit de deux transformées de Fourier, pardon. Et donc ça veut dire, ça on le sait juste par la propriété de la transformée de Fourier, que c'est donc la convolution de deux fonctions, de 2f, j'ai écrit un peu trivialement. Et donc on obtient que u de x et de t va être égal à 1 sur 2pi fois la transformée de Fourier inverse de exponentielle moins oméga 2 t sur 100 convolué avec f de x. Donc la transformée de Fourier inverse de ça convolué avec f. Okay, donc ça nous donne le résultat. Maintenant, il nous faut estimer la transformée de Fourier inverse de exponentielle moins oméga 2 fois t sur 100. Okay, donc on écrit, c'est intégrale de moins l'infini à l'infini, de exponentielle moins oméga 2 fois t sur 100, fois exponentielle moins i oméga x d oméga. Okay, donc ça ressemble fortement, évidemment, parce qu'en fait c'est la même démarche que ce qu'on a fait pour trouver le noyau de Gauss. On va poser sigma carré sur 4 égale oméga 2 fois t sur 100. Donc moralement, c'est ce qu'on a fait la fois d'avant. On a juste 1 sur 4 en plus, hein, tout à fait, par rapport à tout à l'heure. On obtient du coup que oméga devient égal, alors on raisonne un tout petit peu différemment. Le 100 et le 4 nous donnent 25, donc on fait passer le 100 ici, hein, ça fait 100 sur 4 qui fait 25, on prend la racine carrée, ça va faire racine de sigma fois racine de 25. Okay, on va garder pour l'instant sous cette forme-là. Le t passe ici, ça fait racine de t. Okay, donc ça nous fait oméga égale sigma racine de 25 sur racine de t. Et donc d oméga est égal à d sigma fois cette constante racine de 25 sur t. C'est constant par rapport à sigma. Okay, et donc, maintenant on peut écrire g de x comme étant racine de 25 sur t fois racine de 4pi. Je fais sortir tout ce qui peut sortir de l'intégrale, fois intégrale de moins l'infini à l'infini de 1 sur racine de 4pi, exponentielle moins sigma carré sur 4. Alors vous voyez que le racine de 4pi là et là simplifie, et il est là pour nous permettre d'obtenir la transformée de Fourier inverse de la fonction de Gauss, en fait, hein, telle qu'on l'avait déterminée avant, si ma mémoire des petites opérations est bonne. Ok, et ici, l'exponentielle moins i oméga x est devenu exponentielle moins i sigma 25x sur racine de t, d'accord. C'est la transformation de oméga qui nous donne ça. Oméga, on a dit que c'était sigma racine de 25 sur racine de t. Sigma, oui c'est ça. Et là c'est il manque un racine de 25. Toutes mes excuses, des sigma. Enfin, il me semble qu'il manque un racine de 25. Ok, maintenant on a du coup que cette chose-là, c'est en fait la transformée de Fourier de la fonction de Gauss, qui s'écrit exponentielle moins 25x carré sur t. D'accord, on a récolté du coup ce racine de 4pi et la racine de 25 sur t, qui est sortie de là. On peut simplifier un peu des choses là pour le coup. 4 fois 25 ça fait 100, racine de 100 ça fait 10, d'accord. On se retrouve avec 10 racines de pi sur t, exponentielle moins 25x2 sur t. Okay. Et d'où, au total, que la solution u de x et de t, c'est 1 sur 2pi, convolution de cette fonction là, 10 racine de pi sur t, exponentielle moins 25x2 sur t, convoluée avec f de x. Ok, on écrit maintenant un peu plus en détail. Alors là, le 10 et le 2 simplifient, donne le 5. Racine de pi t qui sort, intégrale de moins l'infini à l'infini de, maintenant la définition du produit de convolution, hein, f de s exponentielle moins 25x moins s au carré sur t ds. Okay, maintenant, il faut qu'on remplace f de s par son expression. On se rappelle que c'est entre moins 2, juste un petit coup en arrière, parce que c'est encore facile à afficher. Entre moins 2 et 0, ça fait 100. Entre 0 et 1, ça fait 50. Et partout ailleurs, ça fait 0. Donc on se retrouve avec deux intégrales. Une intégrale de moins 2 à 0 où f de s vaut 100, une intégrale de 0 à 1 où f de s vaut 50. Et on doit intégrer ça. Donc là, c'est vraiment très similaire à ce qu'on vient de faire. On va se retrouver avec la fonction r fin
On se rappelle juste que RF donc, vaut 2 sur racine de pi, intégrale de 0 à W, là j'ai pris pour pas confuser avec le x, exponentielle moins z carré des z. D'accord. Et donc on fait un changement de variable, pardon, c'est pas un premier, c'est changement de variable, on prend z égale à la racine carrée de ce qu'il y a ici, de ce terme-là, donc 5 fois x moins s sur racine de t. Ça fait du coup que dz est égal à moins 5 sur racine de t fois ds. Okay. Donc le 5 sur racine de t qui est là va revenir se combiner avec le ds pour donner le dz. Okay. Donc ce qu'on obtient du coup, c'est que le 5 sur racine de t ds a disparu. Le 100, lui, là, je l'ai fait sortir. Là, j'ai fait sortir le 50. D'accord. Et on obtient du coup, comme borne d'intégration, on prend la borne en moins 2 avec ce changement de variable. Ça fait, là en intégrant s, pardon, je suis obligé de réfléchir, là, ça fait 5 facteurs de x plus 2. Okay. Et pour l'autre borne d'intégration, là, le 0 devient 5x sur racine de t. D'accord. Et on a ce petit tour de passe-passe sur les bornes, hein, puisqu'on a le dz qui est égal à moins ds, ce qui fait qu'elles s'intervertissent par rapport à ce qu'on a là. Ok, exponentielle moins z carré dz. Donc on voit à nouveau hein, qu'on va chaler à 0. Ça va nous faire deux fonctions RF, ça, avec comme argument dans un cas 5x sur racine de t, dans l'autre cas 5 facteur de x plus 2 sur racine de t. Ok. La deuxième intégrale, même punition, hein, même substitution, elle fait 50 sur racine de pi, et cette fois-ci, la borne du bas, c'est la borne du haut ici, donc ça fait 5 facteur de x moins 1 sur racine de t, et la borne du bas ici, ça devient la borne du haut ici, qui est 5x sur racine de t, okay, exponentielle moins z carré dz. Donc à nouveau, on va chaler, et ça nous donne deux fonctions RF. Donc au total, ici, avec le facteur 2 de la fonction RF, donc 2 sur racine de pi qui rentre dans la fonction RF, le 100 devient 50, le 50 devient 25, d'accord. Et on obtient RF de 5 facteur de x plus 2 sur racine de t, moins RF facteur de 5x sur racine de t, okay, plus 25 hein, fois RF de 5x sur racine de t, moins RF de 5 facteur de x moins 1 sur racine de t. Ok, ben voilà, merveilleux, on a résolu. Alors je ne l'ai pas tracé pour voir. Ce qui est important de voir, c'est marrant hein, quand on le voit bien, c'est qu'en fait notre fonction rectangulaire, elle est donnée à chaque fois par la combinaison de deux RF en fait. Quand vous prenez t qui tend vers 0, alors les RF explosent si je puis dire, tendent vers leurs valeurs qui vont bien, mais en fait elles vont vous donner une fonction qui va valoir 0 partout, sauf entre ici moins 2 et 0, d'accord, parce que là ça vaut 0 à partir de moins 2. C'est cet argument-là, et lui, il vaut 0 à partir de 0. Donc entre 0 et moins 2, on obtient bien un truc qui va valoir 2 en réalité. Il faudra aller voir dans le détail, j'ai pas fait l'analyse. J'espère que je vous dis pas une grosse bêtise, mais je pense pas. Sinon ça marcherait pas, nos conditions initiales. Et même punition ici, là, cette fois-ci, c'est entre 0 et 1. On va se retrouver avec une valeur constante à 2 quand t tend vers 0. Bon, il faudra faire une belle analyse de limite hein, pour faire ça, je l'ai absolument pas faite, mais logiquement c'est ça qu'on doit trouver. Voilà. Très bien. Donc là, vous voyez, on n'a pas supposé qu'on connaissait le noyau de Gauss, donc ça nous a fait faire un peu plus de calcul. En fait, on a refait ce qu'on avait fait pour démontrer le noyau de Gauss. Comme d'habitude, si on a un problème de ce type-là, il vaut mieux foncer sur le noyau de Gauss parce qu'il a des contraintes sur les fonctions f qui sont conditions initiales, qui sont moins fortes que d'être absolument intégrable, ce qui est nécessaire pour avoir une transformée de Fourier. Donc c'est une solution plus souple que par la transformation de Fourier, simplement. Ok, voilà, bon, comme pour la solution d'équation des ondes, hein, la solution d'Alembert, elle aussi, elle peut prendre en charge, entre guillemets, des fonctions qui ne sont pas transformables par transformation de Fourier. Très bien, maintenant on va attaquer les domaines semi-infinis. On va commencer par la condition de Dirichlet. Donc semi-infini, ça veut dire qu'on va aller de 0 à l'infini, concrètement. Donc on regarde l'équation de la diffusion, du sur dt égale k d 2u sur dx2, avec cette fois-ci une condition limite, c'est-à-dire que u en 0, et quel que soit t, vaut ici 0, on va imposer comme condition limite, et u de x est de 0 égale f de x. D'accord, ça c'est notre condition initiale sur notre ensemble de définitions. Les x sont donc compris maintenant entre 0 et l'infini, et les t sont positifs. D'accord, on impose que u soit borné à l'infini. Condition de Dirichlet, c'est ce qu'on a ici, pardon, c'est moi qui fatigue. Donc ça veut dire qu'on impose la valeur de u et pas de sa dérivée. Okay, on n'impose pas du sur dx, on impose u de x en 0 égale à 0. Et on avait évoqué ça en tout cas, qu'il faut prendre dans ce cas-là la transformer en sinus pour résoudre ce genre de situation. Donc c'est parti, on va enfin voir pourquoi on a vu les transformer en sinus et en cosinus. Donc pour les conditions de Dirichlet, ça va être la transformer en sinus. Du coup, la transformée en sinus, on se rappelle qu'elle valait, donc u de oméga t est égal à s de u, c'est-à-dire 2 sur pi, intégrale de 0 à l'infini,
de u de x et t sinus oméga x dx. Okay, donc ça, c'est notre transformée de Fourier en sinus de u. La transformée de Fourier en sinus de f, pour avoir notre condition initiale, bah, c'est la même chose, hein, mais sauf que u est remplacé par f, donc ça fait 2 sur pi, intégrale de 0 à l'infini de f de x sinus oméga x dx. Ok, donc ça, moralement, c'est notre transformation. On se rappelle des propriétés de la transformation en sinus, qui sont que la transformée en sinus de du sur dt, ben, c'est d de la transformée en sinus de u sur dt. Et parce qu'on prend la transformée en sinus par rapport à x, je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit ici. Hein. Et par ailleurs, la transformée en sinus de d de u sur dx2, c'est 2 oméga sur pi u de 0 et de t, moins oméga 2 transformé de Fourier de u en sinus. Très bien. Et donc, on voit pourquoi, hein, c'est à cause de cette propriété-là, du fait que quand on transforme quand on prend la transformée en sinus, qu'on se retrouve avec du u de 0, qui fait qu'on a besoin de cette transformée-là quand on a une condition de type Dirichlet. Ok. Et maintenant, on profite du fait que u de 0 et de t vaut 0 pour dire que ce terme-là disparaît, et que donc avec la condition limite, on sait en plus qu'on a, dans ce cas-là précisément, s de d de u sur dx2 égale moins oméga de u directement, le u de 0 et de t valant 0. Super, donc maintenant on peut attaquer la résolution. Donc, grâce à la transformation qu'on vient de faire, on obtient cette équation différentielle ordinaire, du sur dt égale plus k oméga 2 u égale 0, avec u de oméga de 0 égale f de oméga, la transformée de Fourier de f. Donc ça c'est notre condition initiale dans l'espace de oméga, et ça c'est une équation différentielle. Ok. Donc ça, c'est une équation différentielle d'ordre 1 qu'on a déjà résolue. On fait passer ce terme-là de l'autre côté, ça fait moins k oméga de u. Le u, on le ramène à gauche. Le dt, on l'envoie à droite. Ça fait du sur u égale moins k oméga de dt. On intègre, ça fait ln de u égale k oméga de t. On prend l'exponentielle pour avoir u, chapeau. Et ça fait exponentielle de moins k oméga 2 t multiplié par f de oméga. Donc on l'a déjà fait. Il n'y a vraiment pas de nouveauté là par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc j'en profite. Et on obtient du coup que u de x et t est égal à la transformée de Fourier inverse en sinus, c'est-à-dire intégrale de 0 à l'infini, de la transformée de f fois exponentielle moins oméga 2 kt, sinus oméga x d oméga. Donc ça c'est la transformée de Fourier en sinus inverse. Très bien. Alors on va pas s'arrêter là, on va continuer de traiter le problème, parce qu'on va voir que ça va nous amener à introduire un nouveau concept dans notre façon de traiter les solutions, enfin d'obtenir des solutions. Donc il faut voir ici que la transformée de Fourier en sinus vous donne des fonctions impaires. Toutes les fonctions transformées en sinus sont impaires, et toutes les fonctions transformées en cosinus sont paires. Toutes les transformées, en sinus sont impaires, et toutes les transformées en cosinus sont paires. Je ne l'avais pas dit très explicitement dans le cours sur les transformées de Fourier. En fait, c'est important pour ce qu'on va faire là, donc je le dis en passant. Vous pouvez vous en convaincre en allant lire les définitions et vu ce qu'on avait fait pour les obtenir. On a bien ici que f de oméga a la parité. On se rappelle, un transformé de Fourier conserve la parité pour les fonctions réelles et d'une variable réelle. Et donc, comme ici, la transformée en sinus, on l'avait obtenue grâce à l'extension impaire en fait, de f, on obtenait une transformée qui était impaire. Voilà. Donc, f de oméga est impaire. Okay. Et on peut la définir en fait sur tout oméga, hein, entre moins l'infini et l'infini. Donc, si on regarde bien ce qu'on a maintenant, on a ici une fonction impaire, que multiplie une fonction qui est paire par rapport à oméga, que multiplie une fonction qui est impaire par rapport à oméga. Donc on a paire fois impaire fois impaire fois impaire ça fait paire fois paire ça fait paire, donc cette fonction-là est paire. Okay. Donc on peut aussi écrire que cette intégrale de 0 à l'infini de cette fonction paire-là est égale à la moitié de l'intégrale de moins l'infini à l'infini de la même fonction. Ça, c'est une propriété des fonctions paires. Donc ça, c'est bien. Et comme en plus de ça, cos, elle, est une fonction paire par rapport à... Enfin, cos oméga x est une fonction paire par rapport à oméga, on obtient du coup que cette fonction-là, f de oméga qui est impair fois une fonction paire donne au total une fonction impaire, et donc intégrer de moins l'infini à l'infini, ça fait 0. Okay. Et donc on va utiliser ça pour faire un petit truc, comme on en a déjà fait, à savoir qu'on va écrire que u de x et de t est égal, alors on va voir après pour le 1 sur 2i, mais c'est en fait assez logique, de la transformée de Fourier de f, exponentielle moins oméga de kt, là pour l'instant on n'a rien changé, fois cos oméga x, on n'a rien changé parce que quand on regarde ce terme-là, il faut 0, on a rajouté 0, on a bien le droit, moins i, alors vous voyez que le moins i ici
Si je le multiplie par moins 1 sur 2i, ça nous donne 1 sur 2, d'accord, fois l'intégrale de moins l'infini à l'infini de ce terme-là, qui est bien le terme de départ. D'accord. Donc cette expression-là, elle reconstruit bien l'intégrale de départ, et ici on voit qu'on a formé en fait quelque chose qui va nous conduire à la transformation de Fourier inverse. Parce qu'on a cos oméga x moins i sinus oméga x, ça c'est exponentielle moins i oméga x, qui est notre convention pour la transformée de Fourier inverse. Donc on remplace ce terme-là par exponentielle moins i oméga x. Okay. Donc on obtient intégrale de moins l'infini à l'infini de moins f transformé sur 2i, exponentielle moins oméga 2 kt, exponentielle moins i oméga x d oméga. Okay. Donc là on voit apparaître une transformée de Fourier inverse. Et donc c'est quoi? C'est la transformée de Fourier inverse de... Enfin, c'est la transformée de Fourier inverse de quoi, pardon? C'est la transformée de Fourier inverse de moins transformée de Fourier de f sur 2i, exponentielle moins oméga 2 kt. Ok, très bien. Maintenant, il faut qu'on travaille sur ce terme pour le faire parler un peu. Donc on va prendre l'extension impaire de f, ce qui est logique, hein, on est parti avec une transformée de Fourier en sinus, donc on finit par la voir sortir, hein, cette extension impaire. Et donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit qu'on va prendre que la transformation de Fourier de f de oméga sur 2 est égale à la moitié de la transformée de Fourier de f en sinus, hein, c'est la transformée de Fourier de f en sinus qu'on prend ici. Donc elle est bien égale à 1,5, ça c'est le 1 sur 2 qui est là, fois l'expression de la transformée de Fourier de f en sinus, c'est 2 sur pi intégrale de 0 à l'infini, de f de x sinus oméga x dx. Okay. Maintenant, ce qu'on a, c'est que c'est aussi égal, alors les deux se simplifient, hein, et en revanche, on va prendre, f ici, on prend son... Alors, f de x, juste pour mémoire, oui, pas j'aille trop vite, f de x est défini de 0 à l'infini, et on prend son extension impaire de moins l'infini à l'infini. Donc f impair, ici, c'est bien une fonction impaire, que multiplie une fonction impaire, donc cette fonction-là est bien une fonction paire. Donc, on a le droit d'écrire que son intégrale de 0 à l'infini, c'est la moitié de son intégrale de moins l'infini à l'infini. Les deux là sont simplifiés, mais on a un 1,5 qui sort parce qu'on intègre maintenant de moins l'infini à l'infini, au lieu de 0 à l'infini, pour une fonction qui est bien paire, puisque c'est une fonction impaire fois une fonction impaire. Ok? Et on fait comme tout à l'heure, on introduit un cosinus qui, pris de moins l'infini à l'infini, multiplié par une fonction impaire, donne 0, donc on a le droit de faire ça, plus i sinus oméga x, donc on fait juste gaffe à nos coefficients, on met un moins i devant, parce que quand on le fait rentrer dedans, fois 0, moins i fois 0, ça fera toujours 0, ça ne change rien, et moins i fois i, ça fera plus 1, donc on obtient bien 1 sur 2pi intégrale de moins l'infini à l'infini de f impair fois sinus oméga x. C'est bien la même chose que là, on a rajouté 0, et on a factorisé par moins i. Cette expression-là. Lui, on s'en fout un peu ce qui lui arrive, hein. Comme c'est un 0, qu'on ait mis le i ou pas, on a le droit de ne pas le mettre, parce que ça fait 0 de toute façon, et donc on ne le met pas pour avoir, comme le coup d'avant, un exponentiel i oméga x qui apparaît. Et donc on obtient moins i, 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de l'extension impaire de f, exponentielle i oméga x dx. Ok. Mais donc ça, 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de f impair, exponentielle i oméga x dx, ben c'est une transformée de Fourier. C'est la transformée de Fourier de f impair. Donc on obtient moins i, transformée de Fourier de f, et pas transformée de Fourier en sinus, hein, cette fois-ci transformée de Fourier, de l'extension impaire de f de x. Okay. Et maintenant, on peut faire passer le i de l'autre côté, et le moins aussi d'ailleurs, et ça nous fait que moins transformée de Fourier en sinus de f sur 2i, c'est égal à la transformée de Fourier de f impair de x. Si vous vous rappelez de ce qu'on a fait sur le cours de transformation de Fourier, on avait un peu dit tout ça déjà, c'est juste pour qu'on ait bien toutes les manœuvres en tête, et puis ça nous permet de manipuler un peu et de voir un peu les trucs qu'on peut utiliser. À mon sens, ça a une valeur pédagogique. J'espère que ça ne vous perd pas juste. Ok, et donc maintenant, on revient, et ce qu'on voit du coup, c'est que u de x et de t est devenu du coup la transformée de Fourier inverse de moins f sur 2i, exponentielle moins oméga 2 kt, mais cette fois-ci, u va être la solution du problème initial sur 0 à l'infini, mais en prenant l'extension impaire, à moins l'infini plus l'infini, de f. C'est ce qu'on vient de montrer. On appelle ça la méthode des images, c'est-à-dire que vous avez moralement, enfin pas moralement, c'est ce qu'on a, hein, de 0 à l'infini une fonction f qui correspond aux conditions initiales, et on va reproduire une image de 0 à moins l'infini, ou de moins l'infini à 0, qui est vraiment cette fonction f prise impaire cette fois-ci. Donc on a pris l'image impaire de la condition initiale. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode des images, c'est comme dans un miroir un peu, mais c'est un miroir qui est inverse. Là. Quand on fera la transformée de Fourier en cosinus juste après, là, on aura aussi la méthode des images, mais cette fois-ci, on aura une extension paire. Voilà. C'est ça qui va changer essentiellement. Ok, et du coup, ce qu'on obtient, c'est que U est solution de ce problème-là, en fait. du sur dt égale k d de u sur dx2, avec notre condition initiale ici.
pardon, notre condition limite ici, notre condition initiale ici, u de x est 0 égale extension impaire de f, et x est compris cette fois-ci entre moins l'infini et l'infini. Et t est positif. Et ce problème-là, pour le coup, lui on sait le traiter avec le noyau de Gauss. Donc maintenant on peut écrire que la solution du problème qu'on avait au début, u de x et de t, c'est la convolution de l'extension impaire de f avec le noyau de Gauss, g de x et de t. Bon, j'ai rappelé le noyau de Gauss, mais on vient de le voir, donc j'insiste pas plus dessus. Du coup, on peut écrire que u de x et de t est égal à 1 sur racine de 4 pi kt, intégrale de moins l'infini à l'infini, de l'extension impaire de f, fois exponentielle moins x moins s au carré sur 4 kt ds. Okay. Donc ça, c'est notre solution u de x et de t sous la forme du produit de convolution. On va la couper en deux, on va le couper en deux, ce produit de convolution, pardon. On décrit qu'il est égal à l'intégrale de moins l'infini à 0 de ce terme-là, hein, ds, plus intégrale de 0 à l'infini du même terme. Bon, là, pour l'instant, on n'a arnaqué personne, ça arrive après les astuces. On va changer s en moins s dans cette intégrale-là. Ça va nous donner que ds est égal à moins ds, moralement. D'accord. Donc ça nous fait sortir le signe moins. Ça nous donne f impair de moins s, cette fois-ci. Exponentielle moins s carré, machin, 4 kt ds. Et les bornes, s devenant moins s, moins l'infini devient l'infini, et 0 reste 0. 0 c'est moins 0. Okay, on ne touche pas à celle-là. D'accord. Alors j'ai fait un changement sans changer le nom de la variable, j'espère que vous pouvez, si ça vous perturbe trop, vous pouvez écrire que s devient moins z par exemple. Vous faites tout en z, c'est une variable muette d'intégration en fait, donc on peut l'appeler comme on veut, il n'y a pas tellement de problème. Ok. On n'est pas très heureux avec l'infini en bas et le 0 en haut, donc on va intervertir les bornes avec le signe moins. D'accord. Donc ça nous fait intégrale de 0 à l'infini avec un signe plus. Et par ailleurs, comme f impair est une fonction impaire, f de moins s, c'est moins f de s. Donc ça va nous faire ressortir un signe moins. Donc au total, on obtient ça, à savoir qu'on a moins intégrale de 0 à l'infini de f impair de s. Donc ce moins-là, moralement, si on veut, a donné l'interversion des bornes, et ce moins-là nous a restitué ce moins-là. Et tout le reste n'a pas changé. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autres arnaques sur cette ligne. Ok, et maintenant on peut juste remettre les deux intégrales dans le bon sens pour avoir un truc un peu plus joli. Et par ailleurs, s'apercevoir que maintenant notre domaine d'intégration étant de 0 à l'infini, on n'a plus besoin de l'extension impaire de f, parce qu'on n'est que de 0 à l'infini, donc on a simplement f. Et donc cette intégrale-là, on peut les écrire en fonction de f et pas de son extension impaire. Et donc on obtient 1 sur racine de 4 pi kt, facteur de cette somme, là, de 0 à l'infini de f de s fois le noyau de Gauss, hein, ds, moins intégrale de 0 à l'infini, f de s fois le noyau de Gauss. Voilà. Alors on a du x moins s et du x plus s ici. J'ai pas fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, pardon, je l'ai pas signalé, du coup je me rappelais plus moi-même, mais quand on passe le s en moins s, ici le moins s devient moins s qui devient plus s. Hein. C'est pour ça qu'on a un plus s qui apparaît là et qui est translaté à droite ici. D'accord. Donc on obtient cette solution-là, et on peut juste factoriser un peu les choses pour rendre ça plus joli. On obtient du coup que la solution u de x et de t, c'est 1 sur racine de 4 pi kt, intégrale de 0 à l'infini de f de s, fois exponentielle moins x moins s carré sur 4 kt, moins exponentielle moins x plus s au carré sur 4 kt ds. Ça, moralement, si vous regardez bien, c'est un peu la convolution un peu double de le noyau de Gauss avec la fonction, dû au fait qu'on avait une intégration de 0 à l'infini. Voilà, pour cette expression-là. Okay. Maintenant, on va résoudre aussi un domaine semi-infini, mais cette fois-ci avec la condition de Neumann, à savoir que la condition porte sur la dérivée de u par rapport à x, qui est égale à 0, et sinon tout le reste, on prend pareil, hein, on ne définit pas la fonction f, on dit que x est compris entre 0 et l'infini, on prend t positif, u borné à l'infini. Donc là, on a besoin de travailler sur la transformée de Fourier en cosinus, pour traiter ce problème-là. On va pouvoir aller un tout petit peu plus vite, parce que moralement, ça va être vraiment la même chose. Hein. On se rappelle juste que du coup la transformée de Fourier en cosinus de u s'écrit 2 sur pi intégrale de 0 à l'infini de u fois cos oméga x dx. La transformée de Fourier en cosinus de f, c'est la même définition de la transformée, il n'y a rien de changé. Il faut se rappeler juste des propriétés. On a que la transformée de Fourier en cos de u du sur dt, c'est d de la transformée de Fourier de u en cosinus sur dt. Et la transformée de Fourier en cosinus de du de u sur dx2, c'est moins 2 sur pi fois du sur dx en 0 et t, moins oméga de u. Et ici, notre condition étant que cette terme-là est égal à 0, ce terme-là saute,
et on obtient bien, grâce à la condition limite, que C de D de U sur DX2 est égal à moins oméga 2 U chapeau. Du coup, on obtient, comme d'habitude, une équation différentielle ordinaire, quand on passe dans l'espace des oméga, donc ça nous fait du sur dt plus k oméga 2 u égale 0. Alors c'est toujours la même équation différentielle, donc on ne va pas y passer la journée. La condition initiale devient que la transformée de u en oméga est à t égale 0, et est égale à la transformée de Fourier de f, en cosinus, toujours tout ça. Et la solution, c'est comme d'hab, u de oméga et de t est égal à u d'oméga est de 0 fois exponentielle moins oméga 2 kt, et u d'oméga est de 0, on sait que c'est la transformée de Fourier de f. Voilà. Donc là, pour l'instant, rien de particulièrement nouveau. On obtient du coup que u de x et de t, c'est la transformée de Fourier inverse en cosinus, donc intégrale de 0 à l'infini de f de oméga exponentielle moins oméga 2 kt cos oméga x d oméga. Okay. Maintenant, on a ça à traiter. Moralement, on va faire la même chose. On va appliquer aussi la méthode des images pour trouver la transformée de Fourier inverse. Donc, la transformée de Fourier en cosinus, on peut la définir du coup, quel que soit x compris entre moins l'infini et l'infini. D'accord ? Donc on fait comme tout à l'heure. Alors cette fois-ci, la transformée de Fourier f, c'est une fonction paire, quand c'est une transformée de Fourier en cosinus. Donc ça c'est paire, ça c'est paire, ça c'est paire. Donc au total, cette fonction-là est paire. Et donc on a le droit d'écrire que cette intégrale de 0 à l'infini, c'est la moitié de l'intégrale de moins l'infini à l'infini de la même fonction. Ok ? Et par ailleurs, si on prend l'intégrale de moins l'infini à l'infini de cette fonction-là qui est paire fois sinus oméga x qui est impair par rapport à oméga, on trouve 0. Donc comme on a fait juste avant, on va réécrire que u de x et de t, c'est la moitié de l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de oméga exponentielle moins oméga de kt, facteur de cos oméga x, ça nous redonne le terme de début, moins 0 en fait, c'est-à-dire moins i sinus oméga x d oméga. Et là on a reformé exponentielle moins i oméga x, d'accord ? Donc on voit réapparaître la transformée de Fourier inverse. Donc on obtient du coup que u de x et t est égal à la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier en cosinus de f sur 2 fois exponentielle moins oméga 2 kt. Okay. Maintenant on va noter f paire, ici l'extension paire de f de x. Et ce qu'on note du coup, c'est que notre transformée de Fourier en cosinus sur 2, c'est 1,5 de 2 sur pi intégrale de 0 à l'infini de f de x cos oméga x dx. Okay. Les deux se compensent, d'accord ? Du coup, on prend l'extension paire, f paire, ça fait deux fonctions paires, l'une multipliée l'une par l'autre, donc l'intégrale de 0 à l'infini d'une fonction paire, c'est la moitié de l'intégrale de moins l'infini à l'infini de la même fonction. Donc les deux s'étant simplifiés, le 1,5 qui apparaît nous fait du 1 sur 2pi, d'accord ? Comme tout à l'heure, on peut rajouter un terme i sinus oméga x, parce que son intégrale fois une fonction paire fera 0, et donc ici on voit réapparaître exponentielle i oméga x en fait. Donc on a bien 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de l'extension paire de f exponentielle i oméga x dx, et ça c'est la transformée de Fourier de l'extension paire de f. Donc ça c'est transformée de Fourier de l'extension paire de f de x. Donc ça c'est égal à ça. Ok. On se rappelle que u de x et t est égal à la transformée de Fourier inverse de f de oméga sur 2 exponentielle moins oméga 2 kt. U va donc être solution de ce problème-là, du sur dt, k d de u sur dx2, du sur dx en 0 et à l'instant t, donc ça c'est notre condition limite, qui est une isolation en fait. On voit que le bord gauche de 0 à l'infini, c'est le bord gauche qui est parfaitement isolé, la chaleur ne peut pas diffuser, ou alors si c'est un problème de diffusion de la matière ne peut pas traverser le bord du bocal, qui par ailleurs est très grand, quelque chose comme ça. C'est un bocal rectangulaire, enfin linéaire, quoi. C'est un drôle de bocal. Ok, u, donc du sur dx en 0 et en t est égal à 0. Et en revanche, u de x et de 0 est égal à l'extension paire de f de x. Et dans ce cas-là, pour x compris entre moins l'infini et l'infini, le u qu'on obtient est solution du problème dont on est parti. Ce qui fait, on sait faire, dans ce cas-là, que la solution, c'est le produit de convolution de l'extension paire de f avec le noyau de Gauss. Et donc on écrit, c'est 1 sur racine de 4pi kt, intégrale de moins l'infini à l'infini, de l'extension paire de f, fois exponentielle moins x moins s au carré sur 4 kt ds. Ok, donc on obtient le même genre de truc que tout à l'heure, il n'y a pas tellement de changements. On va à nouveau chaler notre intégrale, et puis se retrouver avec ces deux termes, moins x plus s, moins x moins s au carré. Donc il y a tout le même traitement que je n'ai pas détaillé, qui vous fait passer comme tout à l'heure de ce terme-là à la somme de ces deux termes-là. Donc si vous vous rappelez, on avait écrit c'était la somme de deux intégrales de moins l'infini à 0 et de 0 à l'infini, on avait transformé s en moins s, ce qui nous donnait le x plus s qu'on voit apparaître ici, d'accord ?
Il y avait des jeux sur les moins qui sont peut-être qui sont un peu différents, parce que là c'est une fonction paire, et qui du coup font qu'on a un plus et pas un moins. D'accord. Et donc au total, on obtient que u de x et de t, c'est 1 sur racine de 4 pi kt, intégrale de 0 à l'infini de f de s fois le noyau de Gauss x moins s ici, noyau de Gauss x plus s ici. Et voilà, c'est la solution de notre problème, pourvu qu'on connaisse la valeur de f. Et l'avantage évidemment de ce type de solution, c'est qu'elles ont le bon goût d'être obtenues par une seule intégrale, et donc ça va plus vite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'équation de la diffusion, en utilisant un transformé de Fourier. Donc on voit qu'on a introduit du coup le noyau de Gauss, qui est vraiment ce qui permet, dans ce cas-là, d'obtenir la solution pour l'intervalle moins l'infini et l'infini. On a traité le cas d'un domaine qui va de 0 à l'infini, ça nous a fait utiliser enfin notre transformé de Fourier en cosinus et en sinus, et on a vu comment on s'est ramené à notre noyau de Gauss via la manipulation pour passer par la transformation de Fourier générale, si je puis dire. Et voilà, puis on a introduit la fonction RF au début aussi, qui nous a été bien utile et qui va en fait, de ce fait d'ailleurs, être très présente. Quand vous résolvez des problèmes de diffusion, vous aurez souvent du RF qui va traîner. Après, il faut voir au cas par cas, on n'a pas le temps de tout faire ici. Voilà. Donc il nous reste à traiter dans le même esprit l'équation de Laplace. Et puis, je pense que je vais aussi faire une petite vidéo rapide sur deux équations aux dérivées partielles avec des coefficients non constants. Elles sont simples, elles se résolvent en une slide. Ça permettra aussi un peu de s'entraîner, donc il va y avoir ça qui va venir assez vite derrière. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de matinée, et je vous dis à bientôt pour la suite de nos petites aventures mathématiques.